Le jardin des nuages. Une histoire venue d'Asie qui se raconte le soir au cœur de la jungle de Guyane. C'est dans la forêt que nous avons commencé à construire notre village. Nous avons d'abord défriché les terrains aux alentours et avec le bois construit nos premières maisons. Il a fallu travailler dur pour faire les champs et planter du riz pour nourrir les familles. Puis, nous avons cultivé beaucoup de légumes et de fruits. Jessica est née au village de Cacao. Sa mère, elle, venait des montagnes du Laos. Ils sont Hmong. On les surnomme les seigneurs aux pieds nus. Ils sont arrivés à 500, exilés en Guyane à 15 000 km de leur Laos natal. Et ils se sont bâtis un village, Cacao. Dans leur baluchon, ils avaient emporté leur langue, leur costume et l'esprit des ancêtres. Il n'y avait que la forêt, partout c'est la forêt. Il faisait froid, c'était au mois de septembre, octobre. Donc en ce temps-là, il pleuvait beaucoup et les gens, certains sont mécontents ou malheureux parce qu'ils n'espéraient pas avoir cette vie dans la jungle. Pour René Tsongxiong, remonter le fleuve, c'est comme s'enfoncer dans la jungle et les ténèbres de son passé. Des siècles de persécution ont poussé les Hmong à se réfugier dans les montagnes du Laos. La guerre d'Indochine va rattraper ces paysans des montagnes. Christianisés par les missionnaires, les Hmong vont choisir le camp des colonisateurs et servir dans les rangs de l'armée française. Ils sont devenus nos harkis d'Extrême-Orient. Les Français puis les Américains vaincus par les armées Viet Minh, les volontaires Hmong sont abandonnés à la vengeance des vainqueurs. Au bout de la route, posé comme une surprise, Cacao, village Hmong en Guyane. Dans cette terre française surnommée l'Enfer Vert, les Hmong vont arracher à la jungle quelques centaines d'hectares pour en faire un jardin d'abondance. Aucune intervention divine, aucun miracle pour les aider. C'est avec leurs mains qu'ils travaillent la terre et leur sueur qui la fertilise. La rage et la force des exilés qui doivent se construire une nouvelle vie. Jus de coco comme verre de bienvenue chez Yat Song Yeng. Il avait 37 ans quand il est arrivé. Il a construit sa maison et avec son épouse élevé 11 enfants. Converti et éduqué par les missionnaires français au Laos, c'est avec eux qu'il a organisé le grand départ vers la Guyane. On a cherché le pays accueil. On est venu ici à cause de moi. J'ai accepté. Les gens viennent de Laos, viennent en Guyane, c'est moi. En 1975, 100 000 Hmong traversent le Mékong pour se réfugier dans les camps en Thaïlande. À Paris, les missionnaires et quelques officiers rappellent aux autorités la dette des Français. Les Hmong nous ont aidés et nous les avons abandonnés. Le moment est favorable. Olivier Stirn, ministre des Dom-Tom, peine à mettre en œuvre son plan vert, repeupler la Guyane et développer son agriculture. Alors, des émissaires sont envoyés dans les camps à la recherche de volontaires Hmong. Mais à Cayenne, les chiffres les plus fous circulent. On parle de l'arrivée de 40 000 Asiatiques. Une véritable invasion. La gauche guyanaise organise les manifestations et les slogans sont sans équivoque. « Méo dehors » hurle la foule. Méo désignant le chinois sauvage et barbare. Nos harkis d'Indochine ne sont pas les bienvenus. Ils ont dit que les Hmong, ce sont des gens... Mange l'homme, le sauvage, mange l'homme. Ils sont criés. Le 3 septembre 1977, pour éviter toute manifestation, un jumbo jet se pose de nuit à Cayenne. Les premières familles Hmong sont hissées sur des camions militaires.
les seuls capables d'affronter la piste qui mène au lieu-dit Cacao, une clairière au cœur de la jungle guyanaise. Le premier matin, quand je suis arrivé ici à Cacao, c'est les militaires qui nous ont déposés à Cacao. Et puis vers les 3 heures du matin, il y avait des singes hurleurs qui hurlaient à 3 heures du matin. Alors que chez nous, là-bas, on n'a jamais écouté ces singes-là. Et toute la famille a eu peur. La surprise est terrible au matin. Ils avaient fui les camps de Thaïlande et certains espéraient voir la France. C'est au cœur de l'enfer vert, au pays des bagnes, qu'ils se réveillent. Alors, arrivé ici, c'est moi, j'ai organisé tout le monde en équipe. Et moitié travaille le matin, moitié travaille le soir. Un statut de réfugié, une allocation de 40 francs au quotidien, riz et denrées fournies par l'armée, les 506 premiers Hmongs s'organisent. Pour eux, pas de retour possible. Alors hommes, femmes et adolescents, armés de leur seule machette, s'attaquent à la forêt. On a droit de 2 jours de repos. Et puis le 3e matin, il faut qu'on prenne nos machettes. Et puis on commence à défricher la forêt. J'ai demandé, j'ai supplié mon grand frère de me laisser reposer parce que j'ai plein d'ampoules à la main et je ne peux pas travailler. C'est vrai que j'ai pleuré beaucoup. Une formidable entreprise collective. Répartis en équipes sans relâche et sans compter, ils vont défricher, arracher, brûler, planter et construire. 2 ans après leur triste arrivée nocturne, les Hmongs ont gagné leur indépendance alimentaire. Maisons, églises, écoles, Cacao, le village Hmong, un îlot d'Asie, vient de naître au cœur de la forêt amazonienne. C'était il y a 40 ans. Patrice Lowe et Marie sont nés et se sont mariés au village. Ils ont repris les champs et vergers des parents. Les parents ils sont arrivés ici en Guyane il y a 40 ans. Donc c'était la jungle amazonienne. Ils étaient au pied du mur. Ils avaient quitté leur pays, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus que leurs 2 mains pour pouvoir les aider. Et c'est avec les leurs 2 mains qu'ils ont bâti tout ce qu'on voit aujourd'hui en fait. À son origine, le village est réuni en coopérative, le travail effectué en commun et les bénéfices partagés. Les terres gagnées sur la forêt sont réparties et distribuées par les chefs de clan. Quelques hectares suivant l'importance de la famille. Ils ont commencé à déposer ça à la force de la main avec des machettes, des haches, les outils communs qu'on avait à l'époque en fait. Et ils ont fait ça tout ça avec le courage et la détermination qu'ils avaient à l'époque. Et aujourd'hui, 40 ans après, voilà le résultat en fait. Et aujourd'hui, nous les jeunes, on hérite de tout ça et on est heureux que les parents qu'ils aient eu cette force de travail. À cause des pluies trop fréquentes et de son faible rapport, les Hmongs abandonnent vite la culture du riz pour s'adonner à celle des fruits et au maraîchage. Des cultures bien plus rentables et où la cellule familiale se suffit à elle-même. Peu à peu, le libéralisme, le capitalisme s'est installé un peu dans le mode de vie. Et comme je dis, la concurrence joue beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, où les gens ils étaient plus solidaires, ils étaient plus dans la survie en fait. Et maintenant, on voit beaucoup de gens qui commencent déjà à vouloir s'enrichir en fait, grâce à l'agriculture et tout ça. Ce n'est plus le même but en fait qu'avant.
3 fois par semaine, les maraîchers et horticulteurs se préparent à monter à la capitale. René et Maïsy assemblent leurs bouquets. Héliconias, alpignas rouges et roses de porcelaine pour le grand marché du vendredi. Les veilles de marché, les nuits sont très courtes à Cacao. Je me lève à 5h50 du matin pour chauffer de l'eau, faire du café, le petit déjeuner pour les enfants autant que les beaux-parents. Donc moi, je travaille dans les champs toute la journée. Je m'arrête vers 15h30. Je reprends le trajet pour récupérer mes enfants le soir. Je dois préparer le dîner. Je dois s'occuper de mes enfants pour faire leurs devoirs. Après leur bain, il faut s'endormir. Le soir, pour mon mari, peut-être vers 21h30, 22h, pour faire un gros câlin. Ce soir, pas de câlin, pas le temps de compter fleurettes. Patrice et les autres doivent prendre la route au cœur de la nuit. Il a fallu 2 années aux Hmong pour assurer leur indépendance alimentaire et moins de 4 pour vendre leur surplus au marché de Cayenne. Leur premier contact avec le monde extérieur est la découverte des Français noirs, comme ils vont appeler les créoles. Au début, une camionnette achetée en commun suffisait à tout le village. Aujourd'hui, chaque famille possède son propre pick-up et ils sont une centaine de producteurs à tenir stand et à assurer la quasi-totalité des besoins de la Guyane en fruits et légumes. Calou, dachine, sorossi le concombre amer, les bananes et le chadec, le pamplemousse géant chinois, vont trouver acheteurs malgré la pluie de saison. Chaque semaine, 60 tonnes de fruits et légumes venus de Cacao alimentent les étals de Cayenne. Au petit matin, à l'heure où les nuages sortent de la forêt, on se presse chez Madame Siongseng. Si les missionnaires ont converti la majorité des Hmong de Cacao, ils sont tous restés animistes. Comme chaque année, Madame Siongseng doit s'assurer du bon retour des esprits de sa maison, partis en voyage au village des ancêtres. Tous les Hmong, en général, depuis le début, ce sont des animistes. Après, vu que le Hmong n'a pas l'écriture, c'est transmettre de bouche à oreille, de père en fils, d'un grand-père au petit-fils, par exemple. Et ça se suit comme ça. Vu qu'on est dans un peuple pourchassé et une famille qui va à gauche, à droite, en haut, en bas, aux États-Unis, en France, donc on perd nos traditions, on perd nos savoir-faire. Une cérémonie, c'est aussi une fête. Les poulets sacrifiés, les femmes préparent le riz. Du papier doré symbolisant l'argent est brûlé. Il faut payer le passage de certaines portes. Pendant 6 heures, Madame Siongseng va poursuivre sa transe et son voyage dans l'au-delà. Tout le clan est invité à fêter le bon retour des esprits à la maison. À l'écart du village, au milieu d'une pâture, d'autres esprits se reposent. Le petit cimetière accueille ses premiers défunts. Chassés, ils étaient arrivés il y a 40 ans et ils cherchaient la paix. Le vieux Moua Tsongfung, lui, termine ses jours tranquillement et apaisé. La France qui l'a servi a finalement reconnu son statut d'ancien combattant et l'a même honoré. J'ai reçu cette médaille pour les combats que j'ai menés auprès des troupes françaises jusqu'en 1974. Il s'est passé 50 années avant qu'ils ne retrouvent mes papiers militaires, pour finalement m'accorder cette médaille en 2012.
Je n'ai jamais oublié que même si j'ai réussi à fuir, les communistes ont tué là-bas beaucoup de mes proches. Ils ont assassiné beaucoup de personnes. Rien que dans ma famille, ils ont massacré ma mère, ma sœur, mes oncles, mes jeunes frères. Ils ont aussi arrêté mon grand frère. Il a disparu et je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Soldats oubliés, supplétifs abandonnés, traîtres ou collabos pour d'autres, les combattants Hmong ont mis bien longtemps à recevoir la reconnaissance de la France. Effervescence dans la famille Vadzongneng. Leur jeune fille de 16 ans a été enlevée par son prétendant, comme le veut la coutume Hmong. Ce soir, les deux amants de retour de fuite doivent se présenter à la famille. Le mariage Hmong a ses rites et ses propres lois, bien plus puissantes que celles de la République. Meissi prépare les costumes traditionnels des futurs mariés. Une opération délicate. Les ornements de chaque clan doivent être respectés. Oui, oui, elle est jolie. Les fugitifs de retour sont inquiets avant de se présenter à leur famille. On a peur, ouais, un petit peu, ouais. Et pourquoi t'as peur? Bah, que les beaux-parents nous oublient. Pourquoi tu prends ma fille, hein? On ne se marie pas à l'intérieur de son propre clan. Et acquérir une femme suppose que l'époux et sa famille versent le prix de la fiancée. Une dot, en quelque sorte. Le clan, c'est comme une famille. On ne peut pas se marier. Il faut marier d'autres clans. Il y a plusieurs clans. Mais chez nous, je dis franchement, dans la loi chez nous, le règlement, quand j'ai un garçon, il faut préparer un peu l'argent. Quand il est marié, il faut payer. Il faut payer au moins 6 000. Et tuer un cochon pour faire un repas. Inviter les copains, tout le monde. Nous, c'est un village Hmong. Nous avons le règlement. Oui, nous, tout le monde respecte la loi. Nous, c'est la loi chez nous. Tout le monde, oui. Après l'échange des cadeaux rituels, les négociations vont durer toute la nuit. Malgré les prières, ce sont les chefs de clan qui seuls vont décider de la validité du mariage. Les mariages extracommunautaires sont rares et Kakao reste figé comme un modèle réduit de la société Hmong du Laos. Les missionnaires avaient évangélisé les Hmong dans les montagnes du Laos et les ont accompagnés dans leur exil jusqu'à la jungle de Kakao. Ils avaient inventé un alphabet pour les Hmong, alors la messe est dite en Hmong et en français. Contrôler une langue, c'est aussi essayer de contrôler une pensée. L'autorité ici à Kakao, moi je dirais que, d'après mon expérience, c'est surtout le chef des clans. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, eh bien, il faut consulter tout d'abord le chef des clans, parce qu'ils ont une grande autorité dans leur clan. Et pour moi, c'est très important. Et c'est ce que moi je fais en arrivant ici, parce que c'était un peu difficile pour réunir les gens. La poignée de gendarmes de Kakao
coulent des jours paisibles. Aucune plainte, aucun acte délictueux, aucun rapport. Les conflits sont réglés en toute discrétion par les anciens du village. Une affaire de famille et de clan. Hormis pour le commerce et pour l'éducation des jeunes à Cayenne, on vit entre soi, un véritable repli identitaire. Rare ouverture le dimanche, jour du marché traditionnel. Une véritable attraction touristique locale. Voyageurs, touristes, créoles de Cayenne, on descend à Cacao pour quelques photos typiques au marché Hmong, boire quelques jus et déguster une soupe. Deux écoles se font face et concurrence, l'école des Sœurs et l'école de la République. Les Hmong, pour leurs enfants, font en grande majorité confiance aux Sœurs. D'ailleurs, elles étaient là dès les premiers jours de leur arrivée. Et pour eux, l'école publique reste avant tout l'école des étrangers. Les Guyanais, Créoles, Métro, Surinamiens, Brésiliens, Bushinengue et Amérindiens. Au premier jour du village, les familles avaient jusqu'à 10 enfants. Mais aujourd'hui que les terres ont été distribuées et se font rares, beaucoup de couples n'ont plus que 2 ou 3 enfants. Quand les Hmong sont arrivés à Cacao, la population était nombreuse, ils avaient beaucoup d'enfants. Donc à l'école aussi, nous avions beaucoup d'élèves. Maintenant, ce n'est pas le cas parce que les familles Hmong font très peu d'enfants et les familles Hmong n'ont pas d'endroit où vivre à Cacao. Donc les jeunes familles sont obligées de partir en métropole ou aux États-Unis. Les jeunes familles sont chez les parents et n'ont pas leur propre terre. En 1977, à leur installation, le Conseil général leur avait attribué 1400 hectares. De cette terre de latérite, pauvre et acide, ils en ont fait à force de courage, de travail et d'engrais, le grenier de la Guyane. Les jeunes Hmong, eux, veulent aujourd'hui écrire une autre histoire et s'ouvrir au monde. On a conscience que l'agriculture de survie de nos parents était suffisante pour qu'ils puissent nous élever et tout. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on a tendance à aller vers une agriculture qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable au niveau économique et au niveau physique. Et nous, on ne veut pas finir comme nos parents où à 45 ans, à 50 ans, on est usé physiquement, on a mal au dos, on ne peut plus travailler. Patrice Lowe et son ami Joseph Ya ont rejoint le syndicat des jeunes agriculteurs. Ils ont appris à traiter avec les institutions européennes et les chambres d'agriculture, à obtenir des subventions pour se développer et grandir. Si un animal pour nous décrire, nous les Hmong, ce serait plus la chauve-souris. Qui veut dire que cette chauve-souris, elle a tendance à ressembler à un oiseau et d'un côté à une souris. Mais si elle va se familiariser avec tout ce qui est volatile, hein, donc c'est sûr qu'ils vont nous dire, voilà, on est une souris de base, donc ils ne vont pas nous accepter. À l'inverse aussi, si on va voir les souris. Et donc cette histoire-là, c'est vraiment une histoire qui nous ressemble, nous les Hmong. À leur arrivée, ils sont devenus français. Mais ils sont restés Hmong, oiseaux et souris. Aujourd'hui, ils sont 2000, répartis en 2 villages, Cacao et Yaouvé. 2 communautés monoethniques. Mais rester Hmong a peut-être été la force des premiers arrivés qui ont su transformer un coin de jungle en un magnifique jardin. Le jardin des nuages.